Michael Gaines a insulté verbalement un juge et un agent qu'il avait arrêté lors de son audience. Mais Deobra Redden est allé encore plus loin en agressant physiquement un juge. Ce ne sont là que quelques-uns des incidents choquants qui se produisent dans les salles d'audience. Penelope Soto. Notre première affaire nous emmène à Miami en 2013, où une audience de routine pour possession de drogue est devenue virale. Penelope Soto a comparu devant le juge Jorge Rodriguez Chomat pour possession de Xanax, dans ce qui aurait dû être une procédure simple. La jeune femme de 20 ans semblait initialement coopérative lorsqu'elle s'est présentée devant le juge. Lorsque le juge Rodriguez Choma a fixé sa caution à $5 000, Soto a réagi avec désinvolture et mépris. « Adios !» a-t-elle dit en riant. Le juge, surpris par son attitude désinvolte, l'a rappelé et a augmenté sa caution à $10 000. La réaction de Soto a été explosive. Elle a levé son majeur directement vers le juge, un geste filmé et rapidement vu par des millions de personnes. Le juge l'a immédiatement condamné pour outrage et l'a condamné à 30 jours de prison. La vidéo est devenue virale, faisant de Soto le visage du manque de respect envers les tribunaux. Cependant, après avoir purgé sa peine, Soto est revenu en larmes pour présenter ses excuses au juge Rodriguez Choma. Le juge, faisant preuve de compassion, a accepté ses excuses et l'a libéré. Cette affaire est devenue une leçon sur le respect, les conséquences et la rédemption, montrant à quelle vitesse une vie peut changer à cause d'un seul moment d'égarement. Bien sûr, l'expérience de Penelope n'est qu'un des 20 noms que nous avons dans cette vidéo, et le cas suivant est encore plus choquant. Tony Farmer. Après les gestes irrespectueux, nous passons à une véritable dévastation émotionnelle. Tony Farmer était une star du basketball, lycéen de 18 ans, qui rêvait de jouer en NBA lorsque sa vie a pris un tournant sombre. Il a été accusé d'avoir agressé son ex-petite amie, un crime grave qui allait ruiner ses perspectives d'avenir. Lors de l'audience de détermination de la peine en 2012, Farmer espérait bénéficier d'une certaine clémence qui lui permettrait de poursuivre sa carrière de basketteur. Sa famille remplissait la salle d'audience, priant pour une peine qui ne détruirait pas l'avenir de leur fils. Mais lorsque le juge a annoncé 3 ans de prison, le monde de Farmer s'est littéralement effondré. Ses jambes ont fléchi et il s'est effondré sur le sol, hurlant alors que la réalité le frappait. Il ne s'agissait pas seulement d'une peine de prison. Toutes les possibilités de bourse, tous les rêves de basketball professionnel, tous les espoirs pour son avenir ont disparu instantanément. La salle d'audience s'est mise à bouillonner lorsque sa famille s'est mise à pleurer, leurs rêves s'écroulant en même temps que les siens. Ce qui rendait cette scène particulièrement poignante, c'est que la réaction de Farmer n'était pas un manque de respect ou de défiance, mais un pur chagrin. La peine de 3 ans signifiait que ses chances de jouer au basketball à l'université s'envolaient à jamais. Alors que la réaction de Farmer venait d'un véritable chagrin causé par des opportunités perdues, l'éclat de notre prochain accusé découlait d'une idéologie radicale et d'un rejet total de l'autorité gouvernementale. Ernie Tertelge. Passant de la dévastation émotionnelle à la défiance idéologique, nous rencontrons un cas illustrant la collision bizarre entre les mouvements citoyens souverains et le système juridique. Ernie Tertelge, un homme de 52 ans originaire du Montana, a transformé une simple affaire de pêche sans permis en une idéologie antigouvernementale théâtrale. Ce qui aurait dû se solder par une petite amende est devenu pour Tertelge une tribune pour contester ce qu'il considérait comme un système gouvernemental illégitime. Lorsqu'il a comparu devant le tribunal en 2013, il s'est déclaré « homme vivant naturel », une expression significative dans l'idéologie des citoyens souverains, mais sans valeur juridique. La procédure est devenue surréaliste lorsque Tertelge a refusé de reconnaître l'autorité du tribunal. Il a fait valoir qu'en tant qu'homme vivant naturel, il n'était pas soumis aux lois ordinaires et que le tribunal n'avait aucune compétence à son égard. Ses éclats répétés et son refus de suivre les procédures de base ont contraint le juge Dirk Sandefur à le condamner pour outrage. La conviction absolue de Tertelge dans ses croyances rendait tout raisonnement impossible, car il rejetait les fondements même du système juridique qui tentait de juger son affaire. Ces éclats répétés ont créé une situation dans laquelle le juge n'avait d'autre choix que de l'expulser. Si la position idéologique solitaire de Tertelge n'a pas impressionné le tribunal, notre prochain cas montre comment la loyauté familiale peut créer une situation encore plus explosive dans une salle d'audience. Harvey Wintz. Après la défiance idéologique, nous passons aux réactions explosives des familles. Harvey Wintz a comparu en 2013 pour des accusations de torture d'enfants si graves qu'elles ont choqué les fonctionnaires de justice les plus expérimentés. L'affaire concernait des allégations horribles d'abus systématiques sur des enfants, qui leur avaient causé des dommages physiques et émotionnels durables. Au moment du prononcé de la sentence, la salle d'audience était bondée de membres de la famille, de victimes et de fonctionnaires. Le juge a prononcé une peine pouvant aller jusqu'à 65 ans de prison, soit une peine à perpétuité. Mais dès que la sentence a été prononcée, le chaos a éclaté. Ce qui a rendu cette affaire unique, ce n'est pas seulement la réaction de Wintz, mais la réponse coordonnée de toute sa famille. Le prévenu et ses proches ont éclaté en une explosion coordonnée qui a transformé la procédure solennelle en un chaos absolu. Les membres de la famille ont commencé à crier sur le juge, créant une cacophonie de colère et d'incrédulité. Certains pleuraient, d'autres criaient des accusations.
tandis que d'autres encore tentèrent de réconforter Wins. La sécurité du tribunal a eu du mal à gérer le nombre impressionnant de personnes impliquées. L'intensité émotionnelle était palpable. Le monde de toute une famille était bouleversé. Ce qui rendait cette affaire particulièrement tragique, c'était le contraste entre la loyauté de la famille et la nature des accusations de torture d'enfants, qui faisaient passer leur réaction pour insensible à la souffrance des victimes. La réaction coordonnée de la famille Wins était motivée par la loyauté et l'incrédulité. Mais notre prochain cas concerne un accusé beaucoup plus jeune qui risque la peine capitale. Dexter Johnson. L'intensité émotionnelle monte d'un cran avec Dexter Johnson, dont la réaction à la peine de mort a donné lieu à l'une des scènes les plus chargées de tension jamais vues dans une salle d'audience. Johnson, âgé de 19 ans, a été reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes. Un crime impliquant un triple homicide qui a choqué Houston. Malgré son jeune âge, les procureurs ont fait valoir que la dépravation du crime justifiait la peine capitale. L'audience officielle de détermination de la peine en 2007 était censée être solennelle. Mais lorsque le juge a prononcé la peine de mort, Johnson a complètement perdu son sang-froid. Il a commencé à renverser des chaises et des meubles, sa réaction physique étant aussi spectaculaire qu'immédiate. Les agents de justice ont tenté de maîtriser Johnson, mais son état émotionnel le rendait difficile à contrôler. Il ne se contentait pas de résister, il était en proie à une crise psychologique totale. La réalité de l'exécution par l'État avait déclenché une réaction à la fois violente et profondément tragique. Les membres de sa famille se sont mis à pleurer de douleur, leur angoisse envahissant la salle d'audience. La scène était particulièrement déchirante, car elle concernait un accusé très jeune. À 19 ans, Johnson était à peine adulte, et voir quelqu'un d'aussi jeune recevoir la peine ultime créait une tragédie qui dépassait le cadre d'une condamnation classique. La réaction de sa famille reflétait non seulement le chagrin causé par la sentence, mais aussi la dévastation de voir une jeune vie s'achever dans cette salle d'audience, rappelant la responsabilité énorme que représente le fait de prendre une vie. Des enjeux de vie ou de mort, nous passons à une rage pure exprimée par des jurons choquants. Michael Gaines. Michael Gaines a comparu en 2008 pour être condamné après avoir été reconnu coupable de chef d'accusation, lui valant une peine de 13 ans d'emprisonnement. L'affaire s'était déroulée normalement jusqu'au moment du prononcé de la sentence, où Gaines a réagi de manière immédiate et explosive. Au lieu d'accepter sa peine avec dignité, il s'est lancé dans une tirade ponctuée d'insultes, visant à la fois le juge et l'agent qui l'avait arrêté. Ses propos comprenaient des références sexuelles explicites à l'égard du juge, des attaques personnelles contre la personnalité de l'agent et une remise en cause générale de la légitimité de la procédure. Ce qui a rendu la réaction de M. Gaines particulièrement problématique, c'est sa durée et son intensité. Il ne s'agissait pas d'une perte de contrôle momentanée, mais d'une agression verbale soutenue qui s'est poursuivie même après que les agents aient tenté de le maîtriser. Il semblait déterminé à exprimer toutes ses pensées de colère, quelles qu'en soient les conséquences. Le juge a immédiatement condamné Gaines pour outrage, alourdissant ainsi sa peine. L'ironie était indéniable. Sa rage contre le système n'avait fait qu'aggraver sa situation. Son cas est devenu un outil pédagogique pour enseigner le maintien du décorum dans les salles d'audience et le contrôle des émotions pendant les procédures judiciaires. La tirade adulte et grossière de Gaines était déjà suffisamment choquante, mais notre prochain cas est encore plus déchirant. Un homme qui a planifié une évasion désespérée par la mort. Michael Marin. Les affaires examinées concernèrent des accès de colère et des actes de violence. Mais le cas de Michael Marin est encore plus effrayant. Il s'agit d'une fuite calculée par le biais d'une autodestruction ultime. Marin a été condamné pour incendie criminel en 2012, accusé d'avoir prétendument incendié son manoir pour toucher l'argent de l'assurance lorsque son empire financier s'est effondré. Marin était un ancien trader de Wall Street qui avait bâti sa fortune grâce à des investissements et menait une vie fastueuse jusqu'à ce que la crise financière de 2008 détruise son empire. Plutôt que de faire face à la faillite, les procureurs ont affirmé qu'il avait incendié son manoir de 3,5 millions de dollars pour toucher l'argent de l'assurance. Tout au long du procès complexe impliquant des documents financiers et des preuves médico-légales, Marin a maintenu son innocence, semblant convaincu que sa fortune et son équipe juridique lui assureraient de l'acquittement. Lorsque le jury a rendu son verdict de culpabilité, le masque de Marin est tombé. On l'a vu mettre quelque chose dans sa bouche, ce qui a été filmé, mais ce n'est que plus tard que l'on a compris ce qui se passait. Quelques minutes après le verdict, Marin a montré des signes de détresse, transpirant abondamment et ayant des difficultés à respirer. Son état s'est rapidement détérioré et il est devenu évident que quelque chose de grave était en train de se passer. Il s'est effondré, pris de convulsions lorsque la substance ingérée a fait effet. L'enquête a révélé que Marin avait avalé du cyanure, apparemment prévu comme moyen de s'échapper si le procès échouait. La fuite de Marin par le suicide était un acte désespéré et solitaire. Mais notre prochain cas concerne une violence physique explosive, dirigée contre le symbole même de la justice. Deobra Redden. Passant d'une autodestruction calculée à une violence explosive, nous sommes confrontés à l'une des attaques judiciaires les plus choquantes de ces dernières années.
Deobra Redden a comparu devant la juge Mary Kay Holthus en 2024 pour une affaire de coups et blessures, qui aurait dû donner lieu à une condamnation de routine, déterminant une peine de probation ou d'emprisonnement. L'affaire était relativement mineure, une accusation de voie de fait pouvant entraîner quelques mois de prison ou une période de probation assortie de travaux d'intérêt général. Redden avait suivi la procédure judiciaire normale et avait été condamné sur la base des preuves et de ses antécédents judiciaires. Mais quelque chose a déclenché une réaction explosive. Peut-être a-t-il pressenti une peine plus sévère que prévu, ou le stress l'a-t-il finalement poussé au-delà du point de rupture. Redden a soudainement sauté par-dessus le banc et a agressé physiquement la juge Holthus. L'attaque a été si soudaine que les agents de sécurité n'ont pas pu intervenir avant que Redden ne se jette sur la juge, la frappant à coups de poing et mettant sa vie en danger immédiat. L'attaque a déclenché une bagarre impliquant plusieurs personnes, tout le monde se précipitant pour aider la juge et maîtriser Redden. La juge Holthus a fait preuve d'un sang-froid remarquable malgré l'agression, conservant son autorité judiciaire tout en collaborant avec les agents de sécurité pour établir l'ordre. Cet incident a été particulièrement choquant car il représentait une atteinte directe au concept d'autorité judiciaire. Redden a immédiatement été inculpé de tentative de meurtre, passant ainsi du statut de mineur condamné à celui de personne risquant plusieurs décennies de prison. Cette affaire a rappelé de manière frappante les dangers physiques auxquels les juges sont confrontés quotidiennement et l'importance de la sécurité dans les tribunaux. L'attaque violente de Redden a été une décision prise en une fraction de seconde et aux conséquences dévastatrices, tandis que notre prochain accusé a transformé l'ensemble de son procès en un cirque prolongé de perturbations. Darrell Brooks. De la violence physique, nous passons à l'extrémisme idéologique qui transforme les procès criminels en cirque perturbateur prolongé. Darrell Brooks a été jugé en 2022 pour l'attaque du défilé de Noël de Waukesha, au cours de laquelle il a tué 6 personnes et blessé des dizaines d'autres en fonçant dans la foule. Cette affaire était l'une des plus graves que le Wisconsin ait connues depuis des années. En novembre 2021, Brooks avait foncé dans le défilé, fauchant des innocents, dont des enfants et des personnes âgées. Les preuves étaient accablantes, des centaines de témoins, plusieurs angles de caméra et des preuves matérielles le plaçant clairement sur les lieux. Plutôt que de monter une défense traditionnelle, Brooks a choisi de se représenter lui-même et a embrassé l'idéologie des citoyens souverains. Tout au long du procès, il a interrompu à plusieurs reprises le juge, a avancé des arguments juridiques bizarres sans fondement dans la loi actuelle et a fait preuve d'un manque de respect constant envers la Cour et la procédure judiciaire. Le comportement de Brooks n'était pas seulement perturbateur, il était systématiquement conçu pour saper l'ensemble du procès. Ses interruptions constantes et son comportement querelleur ont contraint le juge à l'expulser à plusieurs reprises. Sa conviction absolue dans les croyances des citoyens souverains rendait tout raisonnement impossible, car il rejetait les fondements même du système juridique. Les perturbations systématiques de Brooks étaient motivées par une idéologie délirante, mais notre prochain cas montre comment la technologie moderne a créé des moyens entièrement nouveaux de manquer de respect à la Cour. Corey Harris. À l'ère des tribunaux virtuels, la technologie a créé de nouvelles possibilités d'erreurs de jugement inimaginables. Corey Harris a comparu lors d'une audience Zoom en 2024 concernant la suspension de son permis de conduire, une procédure de routine destinée à régler le problème même qui allait le rendre célèbre. L'ironie de la situation était immédiatement évidente pour tout le monde, sauf pour Harris. Il comparaissait par vidéoconférence pour discuter des accusations liées à la conduite avec un permis suspendu, mais au moment où l'audience a commencé, il conduisait activement tout en comparaissant devant le tribunal pour son permis suspendu, créant ainsi une situation à la fois problématique sur le plan juridique et presque comiquement absurde. Le juge Cedric Simpson, initialement déconcerté par ce qu'il voyait à l'écran, a demandé à Harris de confirmer son emplacement. Lorsque Harris a admis qu'il conduisait, l'atmosphère a immédiatement changé. L'échange a été filmé et est devenu viral, Harris semblant ignorer les implications juridiques et continuant à conduire, tout en expliquant sa situation au juge incrédule. L'affaire a finalement révélé que la suspension du permis de Harris était une erreur administrative et que son permis était en fait valide. La mésaventure technologique de Harris était plus comique que malveillante, contrairement à notre prochain accusé dont les quelques mots grossiers allaient lui coûter cher. Darrell Jarrell. Des incidents technologiques au manque de respect à l'ancienne. La réaction explosive de Darrell Jarrell lui a coûté plus d'1 an de sa vie. Jarrell a comparu devant un juge du Michigan en 2024 pour des accusations mineures de violation de propriété privée qui entraînent généralement de petites amendes ou des peines de prison minimales. L'accusation de violation de propriété privée était relativement mineure. Il aurait été présent à un endroit où il n'aurait pas dû se trouver, ce qui aurait pu entraîner des travaux d'intérêt général ou quelques jours de prison. L'audience s'est déroulée via Zoom dans le cadre des adaptations technologiques mises en place par les tribunaux pendant et après la pandémie. Lorsque le juge a rendu une décision qui n'a pas plu à Jarrell, celui-ci a réagi par des propos grossiers, allant jusqu'à dire au juge d'aller se faire voir. La phrase a été prononcée avec une telle virulence et un tel manque de respect qu'elle a choqué toutes les personnes présentes. À ce moment-là,
Jarrell est passé d'un délit mineur à une accusation grave d'outrage au tribunal. La réponse du juge a été rapide et sévère. La peine prononcée était de 558 jours de prison, une sanction bien plus sévère que celle infligée pour l'intrusion initiale. Le calcul était simple. Quelques mots grossiers lui ont coûté près d'1 an et demi de sa vie. Si l'on revient sur l'histoire controversée des tribunaux, le traitement réservé à Bobby Seale lors du procès des Chicago 8 en 1969 est devenu un symbole de l'abus de pouvoir judiciaire et des tensions en matière de droits civiques. Bobby Seale. Seale était cofondateur du Black Panther Party, accusé de complot et d'incitation à l'émeute lors de la Convention nationale démocrate de 1968. Le procès des Chicago 8 était autant une déclaration politique qu'une procédure judiciaire, largement considérée comme une tentative du gouvernement de criminaliser l'activisme anti-guerre et les droits civiques. La situation de Seale était compliquée car son avocat était malade et incapable de le représenter, le laissant sans défense lors de la procédure judiciaire la plus importante de sa vie. Lorsque Seale a tenté de se représenter lui-même ou a demandé le report du procès jusqu'à ce que son avocat puisse comparaître, le juge Julius Hoffman a rejeté ses demandes et a insisté pour que le procès se poursuive. Les tentatives répétées de Seale pour faire valoir ses droits constitutionnels ont conduit à des échanges de plus en plus vifs avec le juge, qui considérait cette persistance comme une perturbation irrespectueuse plutôt que comme une défense juridique légitime. La situation a atteint son paroxysme lorsque le juge Hoffman, frustré par les tentatives répétées de Seale de prendre la parole, a ordonné qu'on le maîtrise physiquement. Dans l'histoire judiciaire américaine, Seale a été attaché à sa chaise avec des chaînes et bâillonné pour l'empêcher de parler pendant son propre procès. L'image d'un accusé noir enchaîné et bâillonné dans une salle d'audience américaine est devenue un puissant symbole des droits civiques. Finalement, le juge Hoffman a déclaré le procès nul pour Seale et l'a condamné à 4 ans de prison pour outrage. Si le traitement réservé à Seale constituait un grave abus judiciaire, son co-accusé Abbie Hoffman a quant à lui choisi de transformer la salle d'audience en scène personnelle pour y jouer son théâtre révolutionnaire. Abbie Hoffman. Si le traitement réservé à Bobby Seale constituait un grave abus judiciaire, le comportement d'Abbie Hoffman illustrait quant à lui la résistance théâtrale qui caractérisait l'ensemble du procès de Chicago. Hoffman était un militant anti-guerre de premier plan et cofondateur du Youth International Party, qui avait contribué à organiser les manifestations ayant conduit aux 7 chefs d'accusation de Chicago. Contrairement à Seale, dont les éclats étaient motivés par des préoccupations juridiques légitimes, le comportement de Hoffman dans la salle d'audience était délibérément provocateur et visait à se moquer de l'ensemble du processus judiciaire. Il considérait le procès comme une scène de théâtre politique et saisissait chaque occasion pour critiquer la société américaine, la guerre du Vietnam et ce qu'il considérait comme l'autorité illégitime du gouvernement fédéral. Dès le début du procès, Hoffman a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de faire preuve du respect traditionnel envers la Cour. Il faisait des gestes exagérés, riait de manière inappropriée et répondait aux questions avec sarcasme, ce qui ravissait les spectateurs mais exaspérait les autorités. Son comportement était calculé pour démontrer sa conviction que le procès était une farce et que les accusés étaient persécutés pour leurs convictions politiques plutôt que poursuivis pour des crimes légitimes. Un moment célèbre s'est produit lorsqu'il est apparu vêtu d'une robe de magistrat par-dessus ses vêtements habituels, un costume qui se moquait de l'autorité judiciaire et des déclarations sur la nature théâtrale de la procédure. Les pitreries théâtrales de Hoffman étaient destinées à divertir et à provoquer, tandis que son collègue Yippee Jerry Rubin adoptait une approche plus ouvertement politique pour perturber le déroulement du procès. Jerry Rubin. La participation de Jerry Rubin au procès des 7 de Chicago a démontré comment une résistance coordonnée pouvait transformer une procédure judiciaire en une critique soutenue de la société américaine. Rubin était cofondateur du Youth International Party aux côtés d'Abbie Hoffman, avec un comportement similaire dans les salles d'audience, se moquant de l'autorité judiciaire et soulignant la nature politique des poursuites. À l'instar de son collègue leader Yippee, Rubin considérait le procès comme une occasion de faire du théâtre révolutionnaire. Il portait des vêtements non conventionnels au tribunal, notamment des robes judiciaires et des uniformes militaires, chaque tenue étant conçue pour faire passer un message politique sur la société américaine et dénoncer son illégitimité. L'approche de Rubin était plus ouvertement politique que celle de certains de ses coaccusés. Il profitait de ses interventions pour donner des conférences sur la guerre du Vietnam, l'impérialisme américain et la nécessité d'un changement révolutionnaire. Ces déclarations visaient à dépasser le cadre de la salle d'audience pour toucher un public plus large, en utilisant l'attention des médias pour diffuser des messages anti-guerre. Le comportement de l'accusé était particulièrement efficace pour provoquer le juge Julius Hoffman, qui semblait prendre les pitreries de Rubin comme des attaques personnelles contre son autorité. Un moment mémorable s'est produit lorsqu'il a tenté de placer un drapeau nord-vietnamien sur la table de la défense. Un geste à la fois de protestation contre la guerre du Vietnam et de remise en cause directe des présupposés patriotiques qui sous-tendaient l'accusation. La stratégie de Rubin consistait à démontrer la nature politique inhérente au procès,
à soutenir que les procédures juridiques traditionnelles étaient inadéquates pour traiter les questions morales soulevées par la guerre du Vietnam et le mouvement des droits civiques, et à refuser d'accepter les prétentions de neutralité politique de la Cour, tout comme la personne suivante sur notre liste. David Dellinger. La participation de David Dellinger au Chicago 7 représentait une contradiction fascinante. Un pacifiste engagé dont l'opposition à la violence l'a conduit à des confrontations explosives avec les autorités judiciaires. Dellinger était un militant pacifiste de longue date, impliqué dans les mouvements anti-guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, mettant en avant la large coalition militante qui protestait contre la guerre du Vietnam. Contrairement à ses co-accusés qui recouraient à l'humour et au théâtre, Dellinger adoptait une approche plus sérieuse et plus morale. Il considérait les accusations comme fondamentalement injustes et voyait le procès comme une occasion de témoigner de ce qu'il considérait comme la faillite morale de la société américaine pendant la guerre du Vietnam. L'engagement non violent de Dellinger rendait ses éclats dans la salle d'audience particulièrement frappants. Voici un homme qui avait passé des décennies à prôner la résistance pacifique, mais les frustrations du procès l'ont poussé à des confrontations verbales qui lui ont valu des citations pour outrage. Sa colère ne visait pas des individus, mais le système qui, selon lui, perpétrait la violence au Vietnam, tout en poursuivant les militants pacifistes chez eux. Son éclat le plus significatif s'est produit lorsque le tribunal a refusé de présenter des preuves de la violence policière contre les manifestants de la Convention démocrate de 1968. La frustration de Dellinger face aux décisions relatives à la preuve l'a conduit à s'élever avec force contre ce qu'il considérait comme un parti pris du juge et une tentative de la part de l'accusation de dissimuler la vérité sur Chicago. Ce qui rendait le cas de Dellinger particulièrement poignant, c'était la sincérité évidente de ses convictions et l'indignation morale authentique qui motivait son comportement au tribunal. L'indignation morale de Dellinger trouvait ses racines dans les luttes pour les droits civiques aux États-Unis, mais notre prochain cas nous emmène vers la justice internationale et le refus d'un dictateur d'accepter sa responsabilité. Saddam Hussein. Passant des affaires nationales à la justice internationale, le comportement de Saddam Hussein, lors de son procès entre 2004 et 2006, a démontré que même les procédures les plus graves peuvent être perturbées par des accusés refusant l'autorité du tribunal. Le procès de Saddam Hussein a été mené par le Haut Tribunal irakien, créé après l'invasion américaine afin de juger l'ancien dictateur pour les atrocités commises pendant ses décennies au pouvoir. Les accusations portées contre Hussein figuraient parmi les plus graves jamais examinées par les tribunaux. Crimes contre l'humanité, génocide et crimes de guerre ayant entraîné la mort de centaines de milliers d'Irakiens. Le procès visait à rendre justice aux victimes et à démontrer que même les dirigeants les plus puissants pouvaient être tenus responsables. Dès le début du procès, Hussein a clairement indiqué qu'il ne reconnaissait pas l'autorité du tribunal pour le juger. Il a fréquemment interrompu les débats en qualifiant le juge de criminel et en dénonçant l'ensemble du procès comme une procédure illégitime orchestrée par les occupants américains plutôt que comme l'expression légitime de la justice irakienne. Le comportement de Hussein dans la salle d'audience était particulièrement frappant, car il venait d'une personne qui avait autrefois exercé un pouvoir absolu sur le pays même qui le jugeait aujourd'hui. Lorsque Hussein a finalement été condamné à mort, sa réaction a été, comme à son habitude, provocante. Même face à la peine ultime, il a continué à croire qu'il était un martyr persécuté par les ennemis du peuple irakien, plutôt qu'un criminel puni pour des crimes contre l'humanité. Notre dernier cas nous amène à Alan McCarthy, dont le conflit concernant la garde de son enfant a dégénéré en accusation criminelle lorsque sa colère envers le système judiciaire l'a conduit à proférer des menaces de mort à l'encontre du juge. Alan McCarthy. McCarthy a été arrêté pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'un juge dans une affaire qui avait débuté comme un litige civil relevant du droit de la famille, mais qui s'est transformée en une affaire pénale grave ayant des conséquences considérables sur sa vie et ses relations avec ses enfants. Les affaires de garde d'enfants comptent parmi les procédures les plus chargées en émotions traitées par les tribunaux. Les parents qui se battent pour passer du temps avec leurs enfants ont souvent le sentiment que les enjeux sont extrêmement importants et les tentatives du système judiciaire pour équilibrer les intérêts divergents peuvent donner aux parties le sentiment d'être traités de manière injuste. L'intensité émotionnelle peut parfois pousser les gens à prendre des décisions qu'ils n'envisageraient jamais dans des circonstances normales. L'affaire McCarthy a suivi ce schéma familier. Il était impliqué dans un litige concernant la garde de ses enfants qui ne se déroulait pas comme il l'espérait, et sa frustration à l'égard de la procédure judiciaire a commencé à se manifester par un comportement de plus en plus inapproprié envers le juge chargé de son affaire. Ce qui avait commencé par un désaccord avec les décisions judiciaires s'est transformé en une animosité personnelle qui a fini par déboucher sur un comportement criminel. La transformation de plaideur civil en accusé pénal s'est produite lorsque la colère de McCarthy l'a conduit à proférer des menaces de mort à l'encontre du juge. Ces menaces étaient suffisamment graves pour entraîner son arrestation et des poursuites pénales, aux conséquences bien plus graves que le litige concernant la garde qu'il avait initialement conduit devant les tribunaux.
Cette affaire a mis en évidence l'ironie tragique de la situation de McCarthy. Son objectif initial était de passer plus de temps avec ses enfants, mais son comportement menaçant a créé de nouveaux problèmes juridiques qui risquent de rendre encore plus difficile la réalisation de ses objectifs en matière de garde. La tension dans la salle d'audience due aux menaces de McCarthy a suscité des inquiétudes en matière de sécurité qui ont affecté non seulement son affaire, mais aussi le fonctionnement de l'ensemble du tribunal, démontrant ainsi comment le stress lié aux procédures judiciaires en matière familiale peut pousser des citoyens par ailleurs respectueux des lois à prendre des décisions qui détruisent leur vie et leurs relations avec leurs enfants. Merci d'avoir regardé. Découvrez d'autres cartes à l'écran.